c'est un Louis-Ferdinand Céline le retour aujourd'hui parce qu'on a fait une séance consacrée à Louis-Ferdinand Céline il y a un an ou deux. Ça pourrait être aussi, on pourrait aussi dire c'est un jazz le retour, puisque j'ai déjà parlé du jazz chez Jean-Paul Sartre l'année dernière. Donc je continue sur ma lancée. J'aimerais partir un projet de recherche un petit peu plus formel sur la question. Et donc j'étais déjà en bonne voie de le faire au moment où un livre est paru. Un livre qui s'intitule Le jazz à la lettre de Yannick Céité. Je ne sais pas si vous connaissez Céité, c'est un 18e-iste au départ qui faisait, pour ce que j'en sais, des trucs assez bien, même très bien, sur le 18e siècle. Et qui s'est spécialisé aussi dans l'étude du jazz dans la littérature. Donc quand j'ai vu paraître ce livre-là, j'étais assez atterré en me disant que je m'étais probablement fait couper l'herbe sous le pied et que bon, il ne me restait plus qu'à me trouver un autre sujet si j'espérais un jour avoir des subventions pour le faire. Et donc j'ai quand même fait venir le livre parce que bon, ça m'intéresse et je voulais savoir à quoi m'en tenir. Le livre en question m'a à la fois soulagé et fâché grandement. Soulagé parce que son approche est totalement étrangère à la mienne et que le livre n'est pas très bon. Donc, c'est quand même plaisir. J'ai la voie encore ouverte, à mon avis, pour mon projet. Et fâché parce qu'il dit, à mon avis, de grosses bêtises sur les analyses consacrées au jazz et à la littérature, et que c'est toujours déplaisant de voir comme ça des gens qui, surtout lorsqu'ils sont publiés aux presses universitaires de France, répandent des idées qui sont tellement étrangères et tellement discutables. Du moins, c'est mon avis. Il y a la première partie, c'est une sorte de recueil d'articles, son jazz à la lettre. Le premier de ces articles-là réunis porte sur Guignol's Band de Louis-Ferdinand Céline. C'était l'un des textes que je voulais étudier dans le cadre de mon projet de recherche. Et on voit, quand on lit ça, que finalement Céité veut présenter la littérature comme une sorte d'ersatz de philosophie qui sert à penser, disons, l'essence de l'esthétique et de la modernité. Et donc, il essaie de penser la relation du littéraire et du jazz à partir de ce point de vue-là. Ça l'amène à rejeter complètement, du revers de la main, toute forme d'étude de la thématisation du jazz par la littérature. Donc, un roman où il y a une scène de jazz, c'est pas du tout intéressant à ses yeux. Donc, il va dire que la thématique du jazz, à propos de cette thématique-là, qu'il s'agit du plus contingent et du plus superficiel des types de rencontres possibles entre jazz et littérature. Celui qui s'impose aussi le plus couramment à notre attention, en ce qu'il fait du jazz l'objet du discours littéraire ou l'objet du discours de l'écrivain. Hors de toute prise en compte esthétique du résultat, c'est sans doute lorsque le jazz est l'objet du discours littéraire que la relation entre les deux arts est la plus lâche, la moins nécessaire. Donc, Céité est très avide de hiérarchiser les approches possibles pour placer la sienne propre au sommet, bien sûr, et pour trouver ce qui est nécessaire et ce qui est superficiel et accessoire. Il va continuer à la fin de son article en affirmant qu'il est vain de repérer une rencontre jazz-littérature dans le fait que la littérature ait parfois su parler du jazz. Sûrement, elle a su parler aussi du hula-hoop et des fraises à la crème. La présence du jazz comme référent dans un texte littéraire ne fait sens le plus souvent que sur le terrain sociologique, culturel si l'on veut. J'aime bien ce sociologique, culturel si l'on veut, mais tout Céité est là, je trouve. Ce qui déjà, il est vrai, est loin d'être négligeable. Mais dans la perspective ici privilégiée, l'essentiel est ailleurs. Bon. Évidemment, moi j'ai envie de répondre à cette manière facile et, à mon avis, elle-même superficielle de rendre insignifiante la mise en texte littéraire du jazz en la comparant à des objets de discours qui seraient anodins comme les fraises à la crème ou le hula-hoop, que la littérature, pour ce que j'en sais, c'est quand même rarement intéressée aux fraises à la crème ou au hula-hoop, mais que par contre, elle s'est intéressée au jazz comme elle s'est intéressée à la guerre, à la politique, à la déportation, etc. Et que ces sujets-là ne sont pas anodins et que c'est justement parce qu'ils ne sont pas anodins que la littérature s'y intéresse. S'ils étaient totalement anodins, la littérature ne s'y intéresserait pas. Et je ferai remarquer encore une fois la désinvolture avec laquelle Céité parle du terrain sociologique, culturel, si l'on veut, qui est une manière de délittérariser la présence du jazz en littérature. Le texte qui parle du jazz est rabaissé au rang d'une sorte de document d'archives qui aurait une valeur historique qui nous permettrait de savoir comment on percevait le jazz à une époque ou comment on recevait la musique de jazz à une certaine époque. Donc il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de travail du texte à ce niveau-là, selon lui. Forcément, mon approche est
inverse. Je pense qu'il est au contraire possible, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui dans ma conférence, qu'il est possible de dégager une socialité de l'écriture et de la forme littéraire qui prennent le jazz pour thème, et ce, dans une approche sociocritique, forcément, une approche textualiste qui, pour autant, n'est pas superficielle, et n'est pas vaine, et n'est pas étrangère non plus à une réflexion de fond sur la littérarité, sur l'esthétique et sur la modernité. Une telle approche du jazz mise en texte par la littérature combine l'analyse du discours social tel que pratiqué par Marc-Angenot, bien sûr, et la sociocritique des textes telle que conçue par Claude Duchet et Edmond Cros, et telle que la pratique nombre de personnes assis ici autour de cette table, à commencer par mon voisin de droite. D'accord, mon voisin de gauche qui est à droite de ma personne. Il est à gauche, mais il est à ma droite. Donc, du point de vue de l'analyse du discours social, j'en ai déjà parlé quand même pas mal l'année passée lorsque j'ai parlé de Sartre. Donc, je ne vais pas m'y étendre. Je suis désolé pour les gens qui ne m'ont pas entendu l'année passée, mais je ne vais pas me répéter trop devant les gens qui, eux, étaient là. Mais ma conférence va se suivre quand même de toute façon. L'intérêt de la mise en texte du jazz repose principalement sur le fait que, comme l'écrit Marc-Angenot, dans le discours social, tout est dans tout. Ce n'est pas occasionnellement, mais selon la nature même de l'intertextualité générale que tout se tient. À chaque fois que je parle devant Marc-Angenot, je cite cette phrase-là, il va finir par croire que j'ai lu seulement ça de son œuvre. Mais bon, c'est une des phrases qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est dans le cru et le faisandé. Donc, quand on parle de jazz, de l'entre-deux-guerres, au moins jusqu'au tournant des Golden 60s, au moment où c'est la pop, le rock et d'autres musiques qui deviennent plutôt à l'avant-plan, au moment où on parle beaucoup de jazz en France, donc écrire sur le jazz, en fait, amène à écrire sur le sexe, amène à écrire sur la libération des mœurs, sur les interactions entre les États-Unis et la France, sur l'abâtardissement ou le renouvellement que produit la rencontre entre culture populaire et savante, sur les échanges entre la supposée primitivité du noir et le supposé intellectualisme du blanc, sur la standardisation, la production usinée de la culture, bon, etc., etc., les échanges entre les générations. Vous voyez, le jazz est un nœud qui permet de mêler tous ces fils-là. Donc, les points de vue les plus... d'accord, merci de me prévenir. Je dirais que les points de vue les plus contradictoires, les plus opposés, sur chacune des questions que j'ai mentionnées et sur bien d'autres, vont se croiser, vont souvent s'affronter, parfois s'hybrider sur le terrain des discours qui prennent le jazz pour thème. Donc, le jazz a été chargé par le discours social de ce que j'appellerais des latences sémantiques. Des latences sémantiques qui peuvent être, selon les usages, activées, et elles deviennent alors des dominantes sémantiques. Et ces latences dominantes sémantiques-là sont éminemment transformables, adaptables, commutables, selon les emplois discursifs qui projettent sur le terme jazz des systèmes plus ou moins cohérents de valeurs, de croyances. C'est dire que le mot, la lexie jazz, loin de désigner simplement un genre musical particulier, est en fait ce que Edmond Cros appelle un idéologène. Là, je m'excuse de vous citer idéologène d'Edmond Cros, ça fait un peu vieux con, ça fait un peu structuraliste et années 70, mais je suis encore jeune, donc je peux me le permettre assurément. Je vais donc vous lire quelques paragraphes où Edmond Cros définit son idéologène. Donc, c'est dans un livre qui s'appelle La sociocritique et qui est paru en 2003, donc c'est quand même pas si vieux. Donc, voici Edmond Cros. Je définirai l'idéologène comme un microsystème sémiotique idéologique sous-jacent à une unité fonctionnelle et significative du discours. Cette dernière s'impose à un moment donné dans le discours social où elle présente une récurrence supérieure à la récurrence moyenne des autres signes. Le microsystème ainsi mis en place s'organise autour de dominantes sémantiques et d'un ensemble de valeurs qui fluctuent au gré des circonstances historiques. L'efficacité discursive et idéologique de l'idéologène, pas toujours bien écrit, ne procède pas tant du degré de sa récurrence que de l'aptitude qu'il présente à s'infiltrer et à s'imposer dans les différentes pratiques sémiotiques d'un même moment historique.
En lui se croisent et s'interpénètrent les différents codes qui constituent une formation discursive. Ceci au point de se présenter sous l'apparence d'un commutateur ou d'un échangeur discursif qui, en assurant cette fonction d'aiguillage, entraîne une totale labilité de champ notionnel. Car rien n'est plus irréductible à une notion que l'idéologème tel que je le conçois. En fait, dans l'idéologème s'occulte, sous l'apparence d'un concept, un fonctionnement qui, dans la pratique, brouille les repères du champ notionnel. Fin de la citation. Voilà, c'est fini pour Edmond Crow. Je vais me référer quand même à l'idéologème. Crow analyse l'idéologème patrimoine sur une durée relativement longue, et le terme jazz et ceux qui lui sont apparentés, là, comme cakewalk, musique nègre, hot, swing, bebop, batterie, saxophone, etc. Là, il y a toute une famille de mots, toute une nomenclature de termes, se comportent comme l'idéologème patrimoine analysé par Crow. C'est-à-dire qu'ils trouvent leur efficacité et que leur ubiquité s'explique dans les différents champs du discours social français par leur capacité à vouloir dire tout et son contraire selon les usages qui en sont faits. Donc, pour l'analyse du discours et le sociocriticien, le jazz et les mots qui lui sont apparentés sont des mots conflits, comme le dit Claude Duchet, et ce sont aussi de précieux mots indices, c'est-à-dire des mots qui renvoient à des usages discursifs extérieurs au texte lui-même. Ils sont donc à la fois des riches marqueurs et des forts embrayeurs de socialité dans un texte. Donc, c'est le pari que j'essaie de tenir. Je me dis à chaque fois qu'on parle de jazz dans un texte, même si c'est très bref, ça veut toujours dire quelque chose et ça mérite d'être examiné attentivement. Donc, j'ai parlé des discours. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant du roman qui prend le jazz pour thème? Donc, une approche sociocritique, à mon avis, est à même de montrer que ce genre littéraire polyphonique est en mesure de capter dynamiquement les dominantes originelles, les latences sémantiques activées par les discours hétérogènes qui thématisent le jazz. Donc, le roman les reprend à son compte, qu'il les met à distance, qu'il s'en joue, qu'il peut les juxtaposer, les opposer, les fondre, les altérer. Donc, tout ça dans la forme qui est donnée par l'écriture à son propos. Donc, c'est là un travail interdiscursif de textualisation, toujours au sens où l'entend Claude Duchet. Et je dirais que comme cette textualisation-là cherche à conjoindre des significations qui sont souvent incompatibles et même opposées, et cette textualisation-là en vient à créer une formation de compromis entre des choses qui sont non compatibles. La formation de compromis, bon, je fais un usage très libre d'une notion qui est de psychanalyse. Vous savez qu'il y a un conflit entre le désir et la répression du désir, et que la formation de compromis, c'est l'image ou ce qui ressort de cet affrontement-là, et souvent l'image qui est créée, notamment dans le rêve, n'a que très peu à voir à première vue avec les pulsions contradictoires qui sont à l'origine de cette création-là. Donc, je dirais que dans le discours social, la littérature peut avoir, ou le roman peut avoir une utilité qui est comparable à celle qui, dans le psychisme, crée la formation de compromis. C'est-à-dire que dans le discours social, il y a des choses qui sont incompatibles, et la forme littéraire parvient à puiser, à reprendre tout ça et à les bricoler, à les agencer en une forme qui réussit à créer un compromis entre ce qui, normalement, ne devrait pas coexister. C'est un compromis, on s'entend, qui est bien sûr instable, qui est en mouvement, qui est dynamique. Donc, le roman serait capable, quand on parle du jazz, d'aller chercher des contenus discursifs qui ne vont pas ensemble, qu'on ne retrouve pas aux mêmes endroits dans les discours. Eh bien, le roman, lui, parvient à les lier. Et c'est, à mon avis, exactement ce qu'accomplit un épisode important de Guignol's Band. Donc, j'y reviens. CIT parlait tout à l'heure de Guignol's Band, moi aussi maintenant. Un épisode important de Guignol's Band qui met en scène la musique de jazz, et ceux qui la jouent et ceux qui l'écoutent. Chose surprenante, et Bernabé pourra peut-être me corriger si je me trompe, cette scène qui fait environ une vingtaine de pages n'a pas été analysée en détail par des Céliniens. Enfin, moi j'ai fait la recherche, je n'ai pas trouvé d'article qui portait dessus. On en parle un peu ici et là, mais c'est jamais de façon très approfondie. Donc je vais essayer aussi de donner à cette scène de roman une partie de l'attention qu'elle mérite, parce qu'elle est très intéressante, et on peut en dire beaucoup de choses.
Avant de me lancer dans l'analyse, ce serait quand même pas une mauvaise idée, je pense, que je vous situe brièvement cet épisode, parce que le roman de Céline est passablement baroque, comme la plupart des romans de Céline d'ailleurs. Guy Nielsband raconte les déboires londoniens de Ferdinand. Ça se passe au cours de la Première Guerre mondiale. Donc le protagoniste a 22 ans et il trempe dans les milieux interlopes des proxénètes et des musiciens ambulants. Il assassine un de ses comparses dans le métro. C'est un petit malfrat qui est surnommé Millepattes. Après le meurtre, Ferdinand, il a la frousse, il prend la fuite parce qu'il est terrorisé à la fois par la police et par ses anciens acolytes. Donc, fuyant à travers Londres, de péripétie en péripétie, dont je vous épargne le récit, il fait la rencontre de Sosthène, qui est un inventeur atypique assez proche du Courcial des Pereires qu'on retrouve dans Mort à Clisy. Donc, ils continuent toutes sortes de péripéties, les deux personnages. Ils en viennent à se retrouver chez un colonel anglais où ils entreprennent de créer des nouveaux modèles de masques à gaz. Je vous rappelle qu'on est pendant la Première Guerre mondiale. Donc, chez ce colonel-là, Ferdinand fait la connaissance de Virginie, qui est elle une jeune fille de 14 ans, et Ferdinand tombe amoureux de la jeune fille de 14 ans. On leur demande, à Virginie et à Ferdinand, de parcourir Londres à la recherche du matériel nécessaire à la confection des masques à gaz et à la réalisation des tests. Donc tous les deux continuent à se promener à travers la ville et ils finissent par tomber sur Millepattes, celui qui a été tué plus tôt dans le roman et qui est devenu un revenant. Donc Millepattes est un revenant et il entraîne les deux personnages au Twit-Twit, dont le narrateur dit qu'il s'agit d'un club de nuit quelque tripot. Vous aurez deviné que la musique jouée au Twit-Twit Club est une musique de jazz nègre qui accompagne une scène, et le lecteur de Céline, ça ne surprendra personne, une scène de défoulement collectif qui débouche sur le viol extrêmement brutal de la fillette par le jeune homme. Et je dirais qu'en tant que lecteur de Céline, j'ouvre une parenthèse, ça me paraît être une des scènes les plus profondément dérangeantes du roman célinien. C'est extrêmement pénible à lire, c'est très dur et c'est très cru et c'est très violent. Mais bon. Donc voilà pour la scène, ça vous brosse le portrait. Donc dans cette scène du Twit-Twit Club, c'est surtout par un travail de concentration que l'écriture célinienne élabore ce que j'appelais tout à l'heure une formation de compromis entre des latences sémantiques, entre les latences, différentes latences sémantiques du terme jazz. Ici, c'est un travail de concentration. L'idée que j'ai, c'est que si j'analysais d'autres romans, comme La nausée de Sartre ou d'autres romans, ce ne serait pas nécessairement un travail de concentration. Il y aurait une nomenclature des possibilités à établir. Dans le cas de Céline, c'est la concentration. Il faudrait aller voir d'autres romans pour découvrir ce que ça pourrait être d'autres aussi. Donc, c'est une concentration, disais-je, et c'est une concentration de latence dépréciative que l'écriture célinienne active dans l'épisode romanesque. Dans le discours social, vous avez toute une série de détracteurs du jazz qui reprochent au jazz toutes sortes de choses, et l'épisode va reprocher à peu près tout ce que les détracteurs ont pu imaginer de reprocher au jazz pendant l'entre-deux-guerres. Donc, ces processeurs textuels de concentration sémantique qui sont à l'œuvre dans la scène sont nombreux. Si je voulais les analyser au complet, je crois que je pourrais vous parler extrêmement longtemps. J'ai ici un texte d'une vingtaine de pages que je veux bientôt publier, et si j'analysais tout ce qu'il y a à analyser, je pourrais faire 100 pages, peut-être plus. Enfin, on pourrait toujours en faire davantage. C'est toujours agréable de prendre un texte de 20 pages et d'en faire 3 fois plus long en analyse. C'est toujours possible. Mais donc, pour ne pas vous garder trop longtemps, de toute façon, j'ai 40 minutes pour vous parler, je vais étudier un seul des processeurs textuels de concentration sémantique, et c'est le nom du club, donc le Twit-Twit. Et ça s'écrit T-O-U-I-T, trait d'union, T-O-U-I-T, pour vous situer. Je n'ai pas de PowerPoint, je n'ai pas d'exemplier, je m'en excuse. Donc, je vais analyser seulement le nom Twit-Twit, qui va suffire à vous donner une idée de ce que j'entends par cette concentration sémantique à l'œuvre dans l'écriture célinienne. J'ai déjà présenté une version préliminaire de ça devant un parterre de francophones, mais de langue maternelle germanique, et ils étaient extrêmement troublés par ce qui va s'en venir avec tous ces tweets que vous allez bientôt entendre. Hein. Donc, tweet renvoie évidemment dans la nomenclature vignolesque à la musique qui est jouée dans le club ainsi nommé. En fait, tweet remplace à toute fin pratique le mot jazz, qui est présent seulement à 2 reprises dans l'extrait.
Donc, c'est une manière d'utiliser le mot tweet à la place du mot jazz, de manière de sarcasme, qui dégrade la musique à plusieurs égards. Hein, l'une des principales latences sémantiques dépréciatives du terme jazz, exploité par les détracteurs, veut que le jazz soit une juxtaposition de bruits hétéroclites produits par des bandes barbares, une citation. Donc, le jazz est une cacophonie. Il est à la musique ce qu'une onomatopée, comme tweet-tweet, est au langage. Hein. Tweet-tweet est un bruit plutôt qu'un mot, et il donne le jazz pour une forme de mimétisme. Donc, tweet-tweet est une forme de mimétisme sonore qui se situe en deçà du travail d'abstraction langagier, comme le jazz se situe en deçà du travail de mise en forme musicale véritable. Donc, ce choix d'un signe verbal qui serait alangagier copie une supposée amusicalité du jazz, laquelle est rabattue du côté donc, de ce que serait relativement à la langue, la lallation de l'enfant, la glossolalie ou même le cri de l'animal. Donc, juste dire tweet-tweet, c'est déjà impliquer tout ça. Cette critique première est surdéterminée par d'autres travail de concentration qu'opèrent d'autres processeurs textuels. Mais je vais vous passer au moins un paragraphe parce que je ne veux pas être trop long. Je vais juste enchaîner sur l'animalité, puisque j'en parle maintenant. Donc, le cri de l'animal, disais-je. Cette animalité sonore est présente, elle est accentuée par le fait que tweet, lorsqu'on le prend en une seule fois, lorsqu'on ne le répète pas, tweet, est le nom d'une famille de perroquets néotropicaux. Donc, il y a des perroquets en Amérique du Sud qui s'appellent les tweets, orthographiés comme le fait Céline. Les animaux sont par ailleurs omniprésents dans l'extrait. Hein? Le batteur du groupe était invectivé par Ferdinand, qui le traite de gueule crocodile. Mille pattes, les musiciens, les instruments, les instruments et les clients, et là je vous les sors en ordre alphabétique, ils aboient, beuglent, braient, brament, chevrotent, hennissent, glapissent, grognent, miaulent, piaillent, piaulent, ronronnent, rugissent. Tous ces cris d'animaux sont présents. Les auditeurs, je cite, imitent l'âne, le cochon, le chien. Les sons émis par les uns et les autres sont des coups de gueule. Ferdinand se demande s'il ne veut pas imiter la vache comme eux, le cochon, le rire d'hyène. Les réactions à la musique sont je cite, et ça c'est fabuleux, les réactions à la musique sont une extase d'étable à plein mufle. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui peut écrire extase d'étable à plein mufle. Et je suis souvent dans des réunions avec des gestionnaires de la téléuniversité, et quand ça se met à chauffer, je pense extase d'étable à plein mufle, et ça me soulage un peu. Bon. Donc, le bruit de l'animal est accompagné par un déferlement d'images qui mettent à l'avant-plan le caractère inhumain et insupportable du jazz. Il est encore présent sous la forme d'autres onomatopées qui sont couramment associées au son des animaux. Je vous donne un exemple. Donc, Céline parle du jazz. Il va dire un quack, un viol de chimère, une horreur à écouter, et puis encore un miaou de déluge. Donc, on a le quack qui renvoie au canard, le miaou au chat. Et je pensais tout à l'heure, en relisant mon texte, et je n'y avais pas pensé avant, que le tweet, qui veut dire en anglais, qui veut dire un imbécile, un ahuri, tout ça renvoie aussi au gazouillage, au gazouillis, c'est devenu très populaire avec le Twitter. Bon, mais c'était quand même présent dans le mot à l'époque de Céline, et encore un sens que je n'avais pas saisi jusqu'à présent. Donc, quack et miaou, d'autres onomatopées. Tweet-tweet n'est pas la seule onomatopée donc, qui est censée reproduire le son du jazz. Il y en a beaucoup d'autres, dont les cris d'animaux. Et Guigny Haussmann est riche en transpositions scripturales des divers bruits qui prétendent copier les sons émis par les musiciens de jazz. Et ce qui est frappant pour moi, qui est travaillé sur la guerre, comme le disait Pierre tout à l'heure, qui est consacré une partie de chapitre à la guerre chez Céline, c'est que les onomatopées qui servent à décrire le jazz sont exactement les mêmes onomatopées qui servent à décrire les bombardements, que ce soit les bombardements de la Luftwaffe ou les bombardements de l'aviation anglo-américaine, c'est exactement la même chose. Alors, je vous cite un bout. Mais Broum et Vrang, ça déferle, pas un instant à réfléchir, c'est les furieux tambours cymbales. Fin de la citation. On pourrait retrouver ça dans la trilogie allemande ou ailleurs lorsqu'il est question de la guerre. Ce que je devrais faire maintenant et que je n'ai pas fait, ce serait de relire tous les romans de guerre de Céline pour voir si, à l'inverse, il n'y a pas des trompettes et des saxophones qui sont convoqués dans les descriptions de bombardements. Je ne me souviens plus, mais peut-être que le jazz est décrit comme la guerre et que la guerre ailleurs est décrite comme le jazz. Il faudrait que j'aille le voir. Je vais certainement le faire bientôt. Ça reste sur ma table de travail pour l'instant.
Donc, une description de la musique comme celle-ci, hein, mon vroom, frank, ça déferme, etc., comme je le disais, pourrait se retrouver dans une scène de guerre sans aucune modification. Et je dirais que l'écriture de Céline, à ce titre-là, elle renverse des propos fascistes comme ceux de Marinetti, que citait Walter Benjamin. Je vous cite Marinetti. « La guerre est belle, car elle ressemble, pour en faire une symphonie, les coups de fusil, les canonnades, les arrêts du tir, les parfums et les odeurs de décomposition. » On pourrait dire que Guignol's Band, à l'inverse, nous dit le jazz est horrible car il ressemble, pour en faire une cacophonie, les bruits des pilonnages, des effondrements, des corps déchiquetés. Les musiciens de jazz créent, je cite, un sarabande plein les octaves, que c'est un broyement de sons atroces, que ça vous fait rouler les yeux, vous tordre les lobes des oreilles, à ravageur. Vous voyez, c'est le genre de choses que Céline va dire. Donc, jusqu'à présent, je vous ai dit que dans l'extrait de Guignol's Band, le jazz était un bruit. Évidemment, Céline ne se limite pas à nous parler du jazz comme d'un bruit. Il y a d'autres latences dépréciatives qui sont condensées par la lexie tweet-tweet. Hein? En plus d'être un bruit faisant intrusion dans le langage, tweet-tweet, vous y avez certainement déjà pensé, c'est une répétition qui se répète elle-même tout au long de l'extrait. Juste dans ma communication, je l'ai dit un nombre incalculable de fois. Ben, imaginez dans les 20 pages de la scène romanesque, c'est répété presque de façon insupportable. Et lorsque le mot arrive, le mot tweet-tweet, il ne vient presque jamais seul, il est presque toujours répété au moins une fois. Par exemple, Mille pattes s'exclame « Whoopie, whoopie, tweet-tweet club, tweet-tweet club » ou « tweet-tweet club, quelle grince, tweet-tweet club ». Donc, il faut encore souligner, bien sûr, ça, vous le savez, vous y avez pensé, j'en suis sûr, que le perroquet dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le tweet est l'une des sous-espèces de perroquet, et c'est l'animal qui est associé à la répétition, à la mécanisation du vivant par répétition imbécile de mots désémantisés. Et je dirais que là, ce qui est bizarre et ce qui est intéressant pour moi, c'est que malgré tout ce qui oppose Céline en tant qu'humain, en tant que personne, à Adorno, en tant que philosophe et penseur, malgré tout ce qui les sépare, il faut reconnaître que l'écriture romanesque de Céline concorde assez fortement et même elle radicalise encore davantage ce que Adorno peut dire d'extrêmement négatif à l'endroit du jazz. Hein, je vous cite Adorno, qui va dire « Même les improvisations sont en grande partie standardisées et reviennent sans cesse. Ce qui est admis dans le jazz est limité comme une coupe particulière de robe. En face de profusion de possibilités d'inventer et de traiter des matériaux musicaux, même dans la sphère du divertissement, si elle en éprouve le besoin, le jazz montre une pauvreté totale. » Et je sais à quel point mon ami Philippe Latour apprécie ce genre de propos de la part d'Adorno. Vous voyez donc que Céline, et c'est fascinant, donc malgré le fait que tout l'oppose à Adorno, il en vient à dire des choses qui sont extrêmement proches, dans des formes qui sont totalement différentes, bien sûr, et je vais y revenir tout à l'heure. Je continue sur la concentration. Tweet-tweet n'est pas seulement le nom du club et la désignation mimétique de la musique. Le terme renvoie également à la foule indifférenciée qui est formée par les auditeurs qui sont désindividualisés et déshumanisés et qui sont plus qu'une composante du vacarme orgiaque décrit par le texte. Donc les tweet-tweet, c'est aussi les gens qui sont là et qui dansent. Par exemple, il va dire, le narrateur, « C'est les tweet-tweet qui beuglent, exclament, ils grouillent plein la piste. » Ceux qui connaissent Céline, il n'y a rien de surprenant. Et tout ça est accompagné par un important catalogue d'images aquatiques, végétales, culinaires, sexuelles, ou tout ça à la fois, faisant que, par exemple, les bouillants tweet-tweet sont non pas un groupe ou une société, mais plutôt une bourbe, ou plus justement, je dirais, un magma surchauffé. Je vous cite un autre extrait. « Ils se frottent les uns dans les autres, la rumba rouge chaud du ventre, que toute la cuve en brame hennit. La musique brasse palpite, la houle dure flonflon, que ça fait comme gonfler l'omelette. » C'est quelque chose qui est encore formidable de comparer des gens à une omelette qui gonfle sous l'action de la musique de jazz. C'est pas tout le monde qui peut écrire ce genre de choses. Il y a Céline et voilà. Bon, et c'est pour ça que c'est intéressant de le lire et de l'analyser d'ailleurs. Donc, tweet-tweet nomme les gens et il nomme aussi l'effet que produit la musique en qualifiant l'auditoire et les musiciens. Donc, le néologisme, pris dans ce sens-là, est adjectivisé ou adverbialisé et il perd parfois
C majuscule. Hein, il va dire le grand bal tweet-tweet fume à plein ou la meute tweet-tweet râle d'enthousiasme. Hein. Il est d'ailleurs question de l'orchestre qui est possédé tweet-tweet. Donc, vous voyez, à la fin du roman, Ferdinand revient sur le viol auquel la scène aboutit et puis il va reporter la faute de son action vilaine sur une série de causes qui sont englobées dans le mot lui-même. Il va écrire « Ah, j'y avais pas pensé. J'étais jeune aussi, c'est juste. On pense pas à tout. Il y a l'emballement, la boisson, les lumières là-bas, le bacchanal taraboum, folie, tout ça du tweet-tweet. » Fin de la citation. Et là, si je peux aller vraiment à fond là, dans le gossage de virgule, comme dirait Fred Pellerin, on remarquera la concentration sémantique supplémentaire qui est créée par l'ambiguïté de la formule elliptique « tout ça du tweet-tweet ». Hein, tout ça du tweet-tweet, ça peut vouloir dire que tout ça est venu du tweet-tweet, donc tout ça a été provoqué par le tweet-tweet, ou alors que tout ça était du tweet-tweet. Et c'est pas du tout la même chose. Dans le premier cas, tweet-tweet renvoie à un espace de sociabilité ou à un moment socio-historique, disons le club ou le jazz age frénétique qui aurait provoqué ces déchaînements-là chez les gens. Dans le deuxième sens, ce serait une part de bestialité intrinsèque et propre à l'être humain de tout temps. Donc, cette espèce d'anthropologie anti-humaniste fondamentale chez Céline qui se serait déclenchée. Et donc, l'ambiguïté de la formule fait en sorte qu'il y a une complémentarité ou même un renforcement entre ce moment socio-historique et cette anthropologie néfaste, en fait, cette anthropologie répugnante que fait l'écriture célinienne. Enfin, c'est le dernier élément et ce n'est pas le moindre, hein, le dernier élément de cette concentration sémantique dont je parle depuis tout à l'heure, tweet-tweet, c'est le principal vocable qui est utilisé par les autres. Hein, tout à l'heure, je vous disais que Bill Papp criait tweet-tweet club, tweet-tweet club. Le tweet qui n'en finit plus de se répéter fait office pas de langage complet, mais du moins c'est le principal phonème qui est émis par la masse indifférenciée des auditeurs qui sont réunis dans le club pour exprimer, manifester leur enthousiasme, même leur vision du monde, je dirais. Hein. Tweet-tweet est un cri collectivement poussé qui s'intègre à la rythmique et à la composition musicale dont il est l'une des parties. Les produits sonores issus de cette fusion du magma dont je parlais tout à l'heure. Hein, je vous donne un exemple, il va dire « Et puis il hurle en plus ceux-là, tweet-tweet, en refrain, en cadence ». Donc, c'est encore un fruit de la répétition mécanisée, hein, refrain, cadence, à laquelle le jazz contraint la foule. Le cri a pour effet d'accroître encore davantage la régression de ces auditeurs vers une primitivité hyperbolique et caricaturale. En croit à tous les débordements libidineux, violents et même cannibaliques que peut mettre en scène l'imaginaire célinien. Ceux qui connaissent bien Céline ont une idée de ce que je veux dire. Autre citation. Tweet-tweet qu'il piaille, c'est leur rengaine. Ils chantent ça chaque fois qu'ils se secouent. Peut-être que ça va être la chasse, le sacrifice 6-4-2 qu'ils vont nous bouffer à la broche. Fin de la citation. Je veux dire, le sacrifice 6-4-2 ne me posait pas de questions. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut vouloir, dire. Chose certaine, dans cette citation-là, on retrouve l'animalisation des individus, hein, ils piaillent, la répétition mécanique des comportements adoptés en commun, c'est leur rengaine, ils chantent ça chaque fois, la sexualité régressive partagée en public, ils se secouent, la violence ritualisée, la chasse, le sacrifice, et donc tout ça, ce sont les principaux effets du jazz sur la société. Ce cri collectif, tweet-tweet, qui exprime à lui seul tous les méfaits du jazz, est intégré aux paroles de deux chansonnettes infantiles, mais que j'aime beaucoup, et qui, dans leur insignifiance apparente, exacerbent à plusieurs égards la concentration sémantique analysée jusqu'ici. Je vais vous citer les deux chansonnettes. Je n'ai pas la musique qui va avec. Je ne sais pas si Céline en a écrit une. J'ai découvert qu'il avait écrit des musiques pour certaines de ses machins, mais là, je n'ai pas trouvé de partition. De toute façon, je ne lis pas la musique. Donc, je vous cite la première chanson. Tweet, tweet, mister, tweet, tweet, sister, you be master, quack, quack, quack. Ça, c'est la chanson.
c'est un quatrain. Il a l'air très niaiseux comme ça, mais qui veut dire beaucoup de choses. Donc, il juxtapose tout d'abord les deux sexes. Hein. Il y a le Mister et le Sister, qui sont uniformisés, désindividualisés par ce qualificatif tweet-tweet qui les précède. C'est pas juste un Mister, c'est un tweet-tweet-Mister. Ce que ça veut dire, bon, c'est pas clair, mais c'est pas positif. Ça, c'est certain. Le quatrain donc met en scène une communion enthousiaste dans la soumission à une puissance tyrannique, ou enfin une puissance galvanisante. C'est le Yuppie Master qui prend un aspect explicitement politique qui est plutôt absent, je dirais, du reste de l'épisode. Le tweet-tweet est répété 2 fois et il précède une triple répétition, celle-là de l'exclamation « quack ». Et le quack, bien évidemment, c'est le son disgracieux, c'est la fausse note émise par le mauvais chanteur, l'instrumentiste incompétent. C'est aussi l'animalité, puisque, comme je le disais tout à l'heure avec coin-coin, le quack-quack est le bruit communément associé au canard. Et le quack, je dirais aussi, en fait, qu'il est proche du quick, le quick qui est aussi présent ailleurs dans la scène. Et donc, à ce moment-là, il évoque la mort, je dirais une sorte de chant du cygne ridicule ou un dysfonctionnement terminal. Et lorsqu'on fait une recherche sur ce mot, on se rend compte qu'il origine, d'après Littré, d'une citation de Bernard Palissy, qui utilise le quack pour faire le bruit d'une grive qui est empoignée par un renard et qui donc trouve la mort. Donc, le mot quack est aussi une connotation du trépas de la mort. Donc, on peut rappeler l'autre présence du mot quack dans l'extrait. Hein? Un quack, un viol de chimère, une horreur à écouter. Donc, le quack est aussi associé directement au viol, auquel aboutit, comme je le disais tout à l'heure, la scène en entier. Voyons maintenant la deuxième chanson, que j'aime encore plus que la première, je pense. Je vous la lis. Tweet, tweet, madame, I say. Tweet, tweet, madame, weep and play. Encore une fois, un quatrain. On a toujours la répétition du bruit disgracieux qui est forcément présent quand apparaît le néologisme tweet-tweet. Ici, l'animalité est absente, mais on a, je dirais encore plus fortement, la présence d'une relation d'autorité et de contrainte qui est là grâce ou à cause de l'exclamation affirmative « I say » et encore davantage à cause de l'impératif « weep and play ». Et dans cette formule « weep and play », l'insistance est mise sur la réunion de l'insouciance ludique et de la souffrance, de même que sur la liquéfaction. On retourne à notre magma de bourbe de vis en ébullition tout à l'heure, donc sur la liquéfaction. Et ici, et je m'excuse d'aller dans le bas corporel, mais c'est la liquéfaction féminine de madame, puisque le verbe anglais to weep renvoie bien sûr aux pleurs et à la tristesse, mais aussi au suintement. Et donc, puisqu'il est question de madame dans le quatrain, c'est madame qui weep. Donc, on a une sexualité coercitive dont la femme est le jouet malmené. Et c'est ça le sujet de ce que chantent en chœur les auditeurs du Tweet Tweet Club. Évidemment, c'est une lecture, on peut discuter, mais c'est ce que j'y vois. Donc, on a une contrainte qui force à la libération des pulsions violentes et orgiaques, et cette contrainte paradoxale-là, cette contrainte de libération de l'animalité, elle prend place dans le cadre d'une civilisation marchande où règne l'hédonisme à tout prix. C'est le monde du commerce, même si on est en Angleterre, je pense qu'on peut dire qu'on est dans le monde du commerce américain auquel Barthélemy prétendait que nul ne peut échapper. Les lecteurs du Voyage savent de quoi je parle. Comme le montre un autre mot d'ordre scandé par la foule, Tweet Tweet est à la fois un slogan publicitaire et une injonction totalitariste à se conformer, à se soumettre au règne de la joie, du plaisir sans frein et aussi de la fureur débridée. Donc, tous nos amis, à un certain moment donné, s'exclament en commun « Tweet Tweet, that's the way to be », d'où le titre de ma communication. Donc, Tweet Tweet est la marque de commerce de l'autoritarisme triomphant sur une société qui ne demande qu'à jouir en cadence, qu'à s'abandonner à sa propre bestialité. Donc, Tweet Tweet serait la transposition phonétique célinienne, la clameur explosive qui annonce la fin du langage et la fin de la pensée. Ailleurs, le narrateur va dire Tweet Tweet, et que ça saute, tout est dit. Explosion, fin du langage, fin de la pensée, voilà ce que le jazz crée. Donc, en bref, le mot Tweet Tweet et la musique qu'il dénomme sont un concentré célinien du grégarisme imbécile et jouissif qui est censé caractériser la société moderne. Et encore une fois, je suis obligé de dire que l'écriture de Céline rejoint la critique
d'Adorno. Je vais vous en citer encore un extrait. J'ai presque terminé ma communication. Donc là, c'est Adorno qui parle. Les populations sont à tel point habituées aux niaiseries qu'elles subissent qu'elles en sont à moitié conscientes. Au contraire, elles sont obligées de se persuader de leur propre enthousiasme pour se convaincre que l'ignominie est une chance. Il ne va pas avec le dos de la cuillère. Le jazz crée les schèmes d'un comportement social auquel, de toute façon, les hommes ne peuvent échapper. Il s'exerce dans ses formes de comportement en écoutant le jazz et ils l'aiment de surcroît parce qu'il leur rend l'inévitable plus facile à supporter. Fin de la citation. C'est toujours extrêmement déprimant de lire du Adorno, je trouve. L'analyse du néologisme tweet-tweet nous a rendu à même de saisir la forme exacerbée, hyperbolique, hyper concentrée que prennent dans Guignol's Band une importante série de latences sémantiques qui sont très couramment associées au jazz par les détracteurs. Alors, si on prend chacune des choses isolément, il n'y a absolument rien de neuf là-dedans. C'est leur coprésence qui rend la chose intéressante et nouvelle. Mais cependant, que penser de cet usage romanesque de l'idéologème jazz? Qu'est-ce qu'il signifie sur les plans croisés de l'esthétique, de la modernité littéraire, de l'histoire des discours consacrés au jazz? Est-ce que cette textualisation romanesque, c'est la question que je me suis posée à un moment donné, est-ce qu'elle se limite, comme peut le faire le discours du pamphlétaire, à donner un maximum de force à la dénonciation? Les inventions de l'écriture célinienne, est-ce qu'elles visent simplement à discréditer le plus complètement possible la musique de jazz en montrant ses côtés multiplement scandaleux et tous ses méfaits? Si on allait dans ce sens-là, bien évidemment, ce ne serait pas la peine de parler, comme je le faisais tout à l'heure, de formation de compromis, puisque toutes les latences sont concordantes. Il n'y aurait pas d'agencement à faire entre des contenus qui sont fondamentalement incompatibles. Et donc, tout ce que j'ai dit en début d'analyse serait contesté par mon analyse elle-même, ce qui me placerait dans une position assez pénible devant vous. Bien sûr, je vais retourner tout ça, parce que c'est mieux. Et donc, le Guignol's Band, donc, je dirais, ne peut pas être pris pour un roman à thèse au sens où l'entend Susan Sulaiman. La forme et l'à-propos de ce texte comique ne tentent pas, comme le font par exemple les essais d'Adorno, à convaincre les lecteurs que le jazz est une musique insane et dangereuse dont il faut se méfier à tout prix. Donc, il faut faire un peu de sortie du texte, dire, je serais très étonné qu'un lecteur, après avoir lu les 20 pages de Céline, se dise « Ah mon Dieu, je n'écoute plus de jazz. Ce n'est pas le but recherché par l'écriture, je ne crois pas que ce soit l'effet produit non plus. » Je dirais qu'au contraire, il y a un moment où le narrateur, Ferdinand, dit à Millepattes, il lui dit « Je te suis, Crécelle ». Et Crécelle, c'est Millepattes. Et donc, en annonçant ça, Ferdinand dit qu'il avance dans les pas de Crécelle pour devenir lui-même Crécelle. Et on pourrait aussi prendre le verbe suis dans l'autre sens, le verbe être. Je suis toi, Crécelle, je te suis, Crécelle. On ne distord pas trop. Comme ça, donc il annonce lui-même qu'il est lui aussi la Crécelle qui fait les bruits de jazz. Donc, tenir pour indépassable l'antinomie entre la scène romanesque qui s'ensuit, parce que ce « je te suis, Crécelle », c'est au tout début de cette scène, donc tenir l'antinomie pour indépassable, ça serait une manière de méconnaître, je trouve, le sens profond de tweet-tweet et du jazz dans l'écriture célinienne. Parce que tweet-tweet est un bruit répétitif, un bruit ridicule, un bruit agressant qui renvoie au jazz, qui le connote de toutes sortes de choses qui sont extrêmement négatives. Mais en revanche, tweet-tweet est une partie intégrante de l'écriture célinienne. Dans toute son attaque grotesque contre le jazz, tweet-tweet est une invention célinienne qui confère au roman, enfin à mon avis, une part de sa drôlerie et avec elle de sa capacité à mettre à distance les attendus socio-discursifs. Le néologisme critique ironiquement, à mon avis, par l'outrance, la simple dépréciation du jazz en condensant la négativité de la musique afro-américaine. Tweet-tweet condense aussi la positivité de l'écriture célinienne et de sa force d'irrévérence. De même que, je dirais, le jazz a ouvert la musique occidentale à de nouvelles voies. L'onomatopée tweet-tweet se situe sur le plan langagier, en dehors des cadres de la bienséance, du bon goût, de la mesure et plus largement de toutes les formes de communication standardisées.
La mise en texte célinienne du jazz, comme plusieurs autres motifs mis en texte chez Céline, révèle le pari de créer une écriture moderne qui serait, elle, de propos réactionnaires. En ce sens, il y a bien, avec Tweet Tweet, une formation de compromis entre des latences sémantiques et aussi entre des impératifs esthétiques et politiques qui sont divergents. Cependant, et je vais terminer là-dessus, il faut remarquer que toutes les écritures céliniennes ne sont pas toujours des écritures pamphlétaires et réactionnaires. Il y a aussi une positivité de l'écriture célinienne qui n'est pas fondue dans ce genre de charge négative. Et je dirais qu'il en va ainsi pour le dernier endroit du roman où le mot tweet tweet apparaît. Mais cette fois-ci, il n'est plus écrit T-O-U-I-T, trait d'union T-O-U-I-T, il est écrit T-U-I-T-U-I-T, tweet tweet. Je vous le lis, c'est à la fin. Ferdinand est avec Virginie et il repense à ce qui s'est passé avec un certain regret, une certaine nostalgie. Je sais. On est retourné aux petits oiseaux, jouer dans le jardin avec eux. Ils connaissaient bien Virginie, surtout les pinsons, tout curieux leur petit œil. Il venait becqueter dans sa main. Il n'y a pas plus mignon qu'un oiseau. C'est un petit pompon marrant qui triche pour se faire du volume. Il se gonfle dans ses plumes, un futé. Dans la main, c'est rien du tout. C'est un esprit de l'air. Tweet, tweet, un petit flocon de vent. Ah, on voudrait être oiseau. Le ciel pur pour existence. Merde, c'est pas pareil. Je faisais remarquer à Virginie, bien gentiment, bien entendu, petite chérie, petite amie, qu'elle était oiseau dans un sens. Et moi, alors, le sauvage, j'y avais joué un drôle de tour. Parce qu'elle est tombée enceinte après le viol, j'avais oublié de le préciser. Et donc, on passe de tweet tweet au UIT, à tweet tweet. Et donc, comme quoi, au prix de l'ablation du O et du trait d'union, que je ne vais pas essayer de vous élucider ici aujourd'hui, le tweet-tweet de l'animalité libérée. Oui, c'est vrai, tu as bien compris. Le tweet-tweet de l'animalité libérée peut aussi avoir une sonorité harmonieuse et des effets apaisants. Donc, voilà ce que j'avais à dire. J'attends vos questions.